Jumbo, bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui au Kenya, donc Afrique de l'Est. Rien à dire de plus que extraordinaire, comme chaque fois. Ça fait plus de 15 ans que je n'étais pas venu et j'ai saisi l'opportunité d'un ami qui- qui se trouve aussi un client maintenant. Enfin bref, et qui a proposé de m'inviter quelques jours pour faire le point sur ses préparatifs et ses investissements ici au Kenya. Et en échange, je lui ai proposé qu'il m'invite à passer quelques jours de vacances. Alors j'en ai profité pour prendre ma petite famille ici en Afrique parce que je ne sais pas combien de temps on va pouvoir encore voyager avec l'économie qui va de plus en plus mal. Et donc je tenais à montrer à mes enfants l'Afrique qui est un des continents voilà, qui m'a le plus touché, qui m'a le plus marqué dans ma phase formative, dans ma jeunesse et dans mon travail. Et voilà, je voulais absolument tenir à leur montrer cela. Alors je vais vous faire une ou deux vidéos, probablement deux ou trois vidéos ici en Afrique. Alors tout d'abord, mettons les choses au point. Quand je parle de l'Afrique, c'est un peu comme si je parlais de Asie. Ça n'a aucun sens, c'est un continent gigantesque. Vous savez que sur la surface de l'Afrique, on peut mettre les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, la Chine, l'Inde et le Japon. Donc c'est une surface gigantesque. Donc parler même de l'Afrique ou des Africains, ça n'a aucun sens. C'est que ce serait comme de dire, de parler des Européens en parlant du Portugal ou du nord de la Finlande, ou parler de l'Asie en parlant d'un Indonésien comme d'un habitant de l'extrême nord sibérien. Ça n'a aucun sens. Mais enfin, je vais essayer de vous faire deux vidéos en tout cas. La première, celle-ci, où je vais vous parler de l'opportunité ou pas de constituer une base autonome durable en Afrique. Et puis la deuxième, je vais la faire un peu plus personnelle. Donc ceux à qui ça t'intéresse pas, bah, vous pouvez éviter de la regarder, ça vous fera économiser du temps. Elle sera un peu plus longue, qui racontera un petit peu mon expérience en Afrique et pourquoi j'aime bien ce continent. Et donc voilà, c'est une vidéo que je laisserai. Ça pourra servir si jamais un jour à des gens qui me sont proches. Mais après tout, pourquoi pas partager ces informations? Il y a peut-être des trucs intéressants liés à ce qui nous arrivera dans l'effondrement de l'économie ou simplement au concept de survie de base, etc. Parce que voilà. Donc j'ai le lever du soleil africain en plein dans les yeux. Je vais bouger un petit peu. Derrière moi, attendez, je bouge. Derrière moi, vous avez pu le constater, il y a une mare pleine de hippopotames, un animal assez rare à observer. Donc endroit extraordinaire, je l'ai choisi. Hippopotame, belle bête, hein, 2000 kg, 3000 kg. Il y a de la bouffe dedans. Mais bon, il faut les attraper. C'est pas évident. Donc, ce que je me proposais, c'est que je vais essayer de trouver un endroit pour m'asseoir et de vous parler un petit peu de l'opportunité de faire de l'Afrique une base autonome durable. D'une part, il y a des Africains, francophones ou non, qui peuvent lire mon livre, Survivre à l'effondrement économique, mais aussi des francophones qui habitent en Amérique du Nord, en France bien sûr, en Suisse, en Belgique, etc. Et qui se posent la question, doivent-ils revenir vivre en Afrique? Et dans quel cas est-ce qu'ils doivent prendre ce concept d'autonomie, de résilience, d'indépendance en Afrique? Est-ce que c'est possible ou pas? Et puis il y a quelques blancs, d'abord des Africains blancs, il y en a, et puis donc on va parler d'Afrique subsaharienne, pas d'Afrique du Nord. Voilà, on a trouvé des tables. Et puis, qui se posent des questions sur doivent-ils rester en Afrique parce qu'ils y habitent et dans quel cas, comment faire. Alors tout d'abord, ce qui je crois est intéressant à dire, je vais me mettre là, c'est que tout d'abord, il faut vraiment comprendre le contexte géographique dans lequel vous êtes. Voilà, c'est mouillé, ça tombe bien, je voulais parler de l'eau. Quel est le contexte géographique dans lequel vous allez vous installer, dans lequel vous êtes, quel est le type de région? Est-ce que c'est une région euh, en fonction de la température? Est-ce qu'il y a des cultures qui poussent? Est-ce qu'il y a suffisamment d'eau, etc. Ça, c'est le premier élément fondamental, c'est comprendre le contexte géographique. Quelles sont les saisons? Y a-t-il des saisons des pluies? Quand? Etc. etc. Et donc, comment est-ce que les cycles naturels se composent par rapport à cette réalité géographique?
Ça, c'est vraiment le premier point qu'il faut regarder. Donc c'est toujours très intéressant. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un Google Earth et donc de pouvoir aller voir également sur Internet les statistiques liées à la pluviométrie, la géographie par les cartes. Nous pouvons voir quels sont les bassins hydrographiques de chaque rivière ou de chaque rivière majeure, etc. etc. Ça, c'est le premier élément qui est fondamental. Deuxième élément fondamental, c'est bien sûr le contexte géopolitique. Est-ce que la région où vous êtes est une région stable, instable, pour des raisons politiques, pour des raisons ethniques, etc. Vous le savez sans doute, l'Afrique ne s'est pas constituée, en tout cas les pays, les nations africaines qui existent aujourd'hui, elles ne se sont pas constituées au fil de guerres territoriales et avec la création de peuples basés sur une nation qui se sent dans un territoire géographique limité et précis, comme en Europe par exemple, ou comme en Asie. L'Afrique, eh bien clairement, ce sont depuis des millénaires des groupes ethniques, parfois même des royaumes, des empires. Il y a une histoire très riche en Afrique qui est intéressante, j'en parlerai dans ma deuxième vidéo. Mais les frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles sont en gros définies par le Congrès de Berlin au XIXe siècle. Et puis ensuite, lors de la décolonisation, elles ont été un petit peu affinées. Et on a dessiné des frontières qui n'ont pas tenu compte de groupes ethniques, de langues et d'affinités culturelles entre ethnies. Et donc forcément, il y a encore presque 100 ans, plus de 100 ans après la colonisation et plus de 50 ans après la décolonisation, qui ont été deux événements catastrophiques, mais j'en parlerai pour différentes raisons, catastrophiques pour les colonisateurs et catastrophiques pour les colonisés, évidemment. Surtout. Mais enfin, comprendre ces pays, c'est important parce qu'il peut y avoir des ethnies qui ont été coupées par des frontières ou des ethnies traditionnellement ennemies qui ont été mises dans le même pays. Et comme on va dire que la tradition en Afrique par rapport à comment nous nous respectons les uns les autres, comment nous travaillons les uns avec les autres, eh bien, elle est faite en fonction de cultures locales, c'est évident. Encore une fois, c'est un grand continent, donc je ne vais pas généraliser. Les cultures en Afrique de l'Ouest ne sont pas les mêmes qu'en Afrique de l'Est, ne sont pas les mêmes qu'en Afrique du Sud, ne sont pas les mêmes qu'en Afrique centrale, équatoriale, bien entendu. Mais si on peut généraliser, donc pardonnez-moi l'erreur, en tout cas, c'est clair que, en général, en Afrique, on respecte énormément la force et on respecte énormément le prestige. Pour ça, très intéressant de lire des livres d'un excellent historien sur l'Afrique qui est Bernard Lugan. Et voilà, et quand on comprend que justement les modes de pensée, les modes culturels sont très différents, on se rend compte aussi que la démocratie, la pseudo-démocratie qui a été mise en place lors de la décolonisation dans beaucoup de pays, eh bien, elle est souvent non pas sur des bases d'idées politiques, mais surtout sur des bases ethniques, c'est-à-dire que l'ethnie qui a le plus de gens, eh bien, met au pouvoir ses représentants, ses chefs, et donc ces chefs dominent tout le pays, et il y a forcément d'autres minorités, et c'est très rare d'avoir un équilibre stable à long terme. Alors évidemment, en plus, ces ethnies, elles sont mouvantes, puisqu'il y a certaines ethnies, certaines cultures qui font plus d'enfants que d'autres, donc en fait, il y a souvent des moments de crise qui basculent, et autant, j'en parlerai... en général, les cultures africaines sont aussi assez aimables et assez sympathiques et assez pragmatiques. Autant parfois, pendant des laps de temps courts, elles peuvent basculer dans des affrontements extrêmement violents, extrêmement sanguinaires. Et si vous êtes à ce moment-là pris dans ce tourbillon de violence, eh bien, ça peut être mauvais pour vous, ça peut être mauvais pour votre famille. Et donc, c'est un pilier fondamental à mettre en place et à comprendre si vous devez mettre une base autonome durable en Afrique. D'ailleurs, c'est un raisonnement qui est valable n'importe où. Mais particulièrement ici, où évidemment il y a des turbulences qui ont été mises en place voilà, depuis qu'on a découpé les frontières de manière étonnante. Et puis la politique locale, évidemment, elle est très importante. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous faites partie de l'ethnie dominante? Est-ce que vous faites partie d'une ethnie minoritaire? Est-ce que vous êtes dans la région où vous allez vous installer, etc., etc. Donc tout ça aussi, c'est très important. Et puis, bien comprendre les rapports humains, les rapports interethniques. Il y a parfois des pays, comme ici au Kenya, où il y a en tout cas plus de 40 ethnies différentes dans le même pays.
Il y a des Turkana au nord, des Samburu. Ici au sud, on est dans le territoire Maasai, etc. etc. Donc il y a beaucoup d'ethnies déjà locales, au-dessus desquelles il faut rajouter les Blancs, parce qu'il y a des Kenyans blancs par exemple, et puis les Kenyans d'origine du continent indien, donc d'origine pakistanaise, d'origine indienne, etc. Et donc les rapports aujourd'hui se passent bien, mais lorsqu'il y a des élections, il arrive parfois, comme c'est arrivé il y a je crois 5 ou 6 ans, qu'il y a entre certaines ethnies des tensions assez violentes, avec des morts, avec des émeutes, etc. Donc ça c'est très important à comprendre, parce que toute votre problématique va être de savoir est-ce que vous êtes accepté, qui que vous soyez, est-ce que vous êtes minoritaire par rapport aux gens qui vous acceptent ou pas. Donc ça c'est un élément fondamental. Donc ça c'est vraiment les gros piliers auxquels il faut réfléchir. Ensuite bien sûr viennent les 7 points fondamentaux de la constitution d'une base autonome durable. Mais si vous avez déjà bien réfléchi à ces 2 piliers fondamentaux, ben forcément cela vous donne des informations par rapport à l'eau, à la nourriture, à la défense, le lien social. Le reste, bien sûr, vous devez faire le même processus que j'explique dans le livre, vous préparer pour votre hygiène, pour la santé bien sûr, pour la connaissance, pour l'énergie, et donc mettre en place une base autonome durable de la même manière conceptuelle que vous pouvez le faire n'importe où ailleurs. La grosse différence évidemment ce sera celle des moyens, des matériaux de construction, du climat. Ici c'est un climat très intéressant par exemple pour le solaire, en général en Afrique, mais bien réfléchir aussi à l'eau, comment est-ce que l'eau est présente toute l'année ou pas, etc., etc. Vraiment ce sont des concepts fondamentaux. Le plus important, c'est comme toujours le lien social. Est-ce que vous allez donc être installé correctement avec vos voisins, avec les différents groupes ethniques dont vous faites partie ou pas, etc. etc. Et puis l'autre élément très intéressant par rapport à ce qui risque de se passer en cas d'effondrement de l'économie globale. Alors cet effondrement, il peut être rapide ou il peut être lent, je le dis toujours, mais quel va être l'impact en Afrique? Alors qu'il soit rapide ou lent, je pense qu'en Afrique il y a aussi, de manière générale, 2 modes de vie. Le mode de vie urbain, où on voit de plus en plus de très grandes villes assez chaotiques, dont l'infrastructure n'a pas suivi, parce qu'elles ont grandi de manière gigantesque, et il y a eu un exode rural très très fort qui ne s'est pas arrêté depuis 40 ans en fait, mais qui s'est encore accéléré dans les 20 dernières années. Et c'est étonnant parce que justement, on en parlera, l'agriculture marche bien en Afrique en ce moment. Mais enfin, voilà, il y a une perception de richesse possible en ville qui fait que beaucoup de gens s'exilent et vont en ville. Et donc, la ville est de plus en plus insalubre, de plus en plus difficile à vivre et de plus en plus surpeuplée. Je ne vais pas vous prendre des exemples aussi évidents que Lagos, Kinshasa, Nairobi, etc. Avec tous les problèmes typiques des villes surpeuplées qui sont l'approvisionnement en eau potable, hein, en eau propre, en nourriture bien sûr, parce qu'elle est dépendante de transport, elle est dépendante d'essence. Donc en Afrique aussi, la nourriture qui doit être acheminée en ville par camion, dans les marchés, dans les supermarchés. Alors dans les villes plus petites, on voit encore, et beaucoup des gens qui acheminent la nourriture des champs sur des petites charrettes tirées par des bœufs ou des ânes. Bien sûr, mais dans les grandes villes, c'est pas à Lagos que vous voyez ça. Dans les grandes villes, ce sont des camions qui viennent, des gros camions hein, ici, qui viennent avec le maïs, le blé, les légumes, etc., etc. La viande, elle est encore un peu organisée localement. C'est assez intéressant de voir les boucheries locales et presque ad hoc sur la route, même au milieu des villes. Enfin, tant mieux, hein, comme ça l'animal il est frais au moins. Mais voilà, la nourriture, l'eau, c'est un gros problème. Et puis l'autre problème d'une grande ville surpeuplée, c'est potentiellement les épidémies, comme ça arrive souvent hein, dans les bidonvilles, dans ces pays. Il y a beaucoup de choléra, on en parle peu, mais il y a beaucoup de maladies assez liées à des infections, bien sûr, donc choléra, typhus. Et puis, donc ça pourrait éventuellement exploser en cas de crise. Donc, il faut vraiment bien pouvoir se prémunir pour soigner ces maladies. C'est pas très dur, mais il faut simplement être prévoyant avec beaucoup d'eau propre, parfois des antibiotiques, mais essentiellement de l'eau propre. Et puis, l'autre problématique liée à la surpopulation, c'est évidemment le crime. On voit à Nairobi, il y a 15 ans, c'était une ville où c'était encore raisonnable au niveau du crime. L'autre jour, lorsque je suis arrivé, on m'a expliqué, voilà, on ne peut surtout pas parler le soir, et c'est devenu super dangereux.
alors qu'avant c'était plutôt Mombasa. Et puis en Afrique de l'Ouest, je me souviens que voilà, Lagos a toujours été une ville dangereuse et que les gens déjà aujourd'hui habitent dans des villes pour riches par exemple, qui sont entourées de murs et de barbelés, mais même des gens un peu plus modestes, leurs petites maisons, elles sont entourées de murs, elles ont des barbelés ou des tessons de verre cimentés sur le haut des murs, etc. La défense devient donc une grosse problématique dans ces grandes villes. Voilà, donc ça, ce sont aussi des éléments importants à voir par rapport à la ville. Lié à la ville, mais pas seulement, c'est aussi toute la problématique de la corruption. Si vous êtes perçu comme étant quelqu'un qui a des ressources, est-ce qu'on ne va pas vous dénoncer? Et auquel cas, est-ce que vous n'allez pas avoir des tracas? Donc il est toujours important d'avoir dans sa poche les autorités, les gens qui ont la force, etc. Donc on voit souvent des gens ici qui sont assez fortunés, eh bien, entre guillemets, s'acheter la protection et la bienveillance des forces de l'ordre, de la police ou de l'armée, en tout cas localement. Et donc on voit toute une série de problématiques qui sont probablement un peu différents que ceux que l'on est habitué à voir en Amérique du Nord ou en Europe. Encore que, moi je pense qu'il y a une tiers-mondisation de l'Europe qui est en marche à une vitesse gigantesque, il y a une tiers-mondisation déjà bien avancée de l'Amérique du Nord. Et donc les mêmes problématiques de pauvreté, de corruption, elles commencent à se voir en Europe, bien sûr, et puis aux États-Unis notamment. Mais évidemment, ici en Afrique, c'est assez courant. Et même dans des pays riches, hein, comme par exemple le Gabon, où j'ai beaucoup travaillé, c'est un pays très très riche. Eh bien, là aussi, la sécurité, elle est importante. Les gens vivent dans des maisons qui sont quand même protégées, etc. Donc, toutes ces 7 problématiques de la base autonome durable, notamment en ville, eh bien, elles vont être fondamentales et très très importantes. Donc, bien y réfléchir. Ensuite, il y a les campagnes. Alors ici, en Afrique, évidemment, les campagnes, encore une fois, ça dépend de la géographie. Mais de manière générale, elles sont extraordinaires. Le sol est fertile, le climat est fantastique. On peut avoir 3-4 récoltes par année, enfin, tout pousse. Alors évidemment, ça dépend des régions. Si vous êtes au milieu du désert, si vous êtes dans le nord du Mali, dans le nord du Tchad, c'est pas la même chose que si vous êtes dans le sud du Cameroun ou si vous êtes dans la vallée ici du Rift du Kenya, dans les collines, ou si vous êtes au Rwanda, au Burundi, au Zimbabwe, où vous avez une terre extrêmement fertile et donc tout pousse. Enfin bref, d'ailleurs, on le voit, on mange extrêmement bien en Afrique, on mange trop même en Afrique. Je vous raconterai quelques histoires sur mes pérégrinations en Afrique, mais enfin, voilà, donc dans les campagnes, vous êtes vraiment bien. Alors la problématique, c'est que beaucoup de campagnes ont été transformées en production agricole intensive pour faire de l'exportation. Café, bananes, fruits, etc. Et à tel point que beaucoup de pays en fait importent du blé d'Europe ou des États-Unis pour faire du pain, alors que le pain n'est pas l'aliment traditionnel en Afrique. Et que les cultures traditionnelles, le mil, la tiéké, enfin tout ce qui sert pour faire la tiéké, etc., toutes les céréales traditionnelles d'ici, une partie du riz, ne sont que devenues très rares parce que justement la terre est réquisitionnée pour faire de l'exportation. Ce qui a été une erreur évidemment, puisque les prix ne sont pas maîtrisés par les Africains, sont maîtrisés par les grandes multinationales qui décident de toujours baisser les prix évidemment pour faire plus de marge. Et donc beaucoup de paysans africains, qu'ils fassent du coton, ou du café, etc., sont retrouvés ruinés et donc sont partis aux villes, donc exode rural. Mais enfin, si une politique de nourriture, de subsistance et de production locale de produits locaux était remise en place, comme c'est d'ailleurs le cas dans énormément de... Je pense que objectivement la plus grande majorité de l'agriculture africaine est de subsistance et de production locale, mais la tendance malheureusement n'a pas été vers ça dans ces dernières années, eh bien il y a énormément de potentiel puisque la terre est extraordinaire. Et donc on voit dans certains pays, à chaque coin de rue, en ville comme en campagne, mais surtout dans les campagnes, que chaque famille a son lopin de terre qui travaille sa terre. Alors parfois il est un peu petit, mais voilà, on sent que la production agricole est extraordinaire. Et puis, je vous dis pas la qualité de la bouffe, elle est extraordinaire. Enfin bon, mais voilà, donc la campagne, c'est bien. Alors, c'est le cas de mon client ici, d'ailleurs. Il y a des gens qui se disent, ben voilà, je vais acheter des terres, je vais acheter des dizaines, enfin des centaines d'hectares de terres agricoles que je vais faire travailler avec une sorte de grande maison, une ferme qui va gérer tout cela, et puis qui peuvent être, on en discutait, moins industriels et plus traditionnel avec évidemment plus de gens, donc ça coûte plus cher, il faut payer plus de gens, mais finalement ça permet aussi d'avoir des familles
qui travaillent sur cette terre et qui y vivent, qui puissent avoir une partie de leur récolte, etc. Donc en fait, une sorte de seigneur féodal. C'est une option de vendre votre argent, de vendre ce que vous avez en Europe, aux États-Unis, de venir ici, d'acheter de la terre, etc. et de produire votre nourriture. Mais la grande question, c'est quelle va être la loyauté des gens qui vont travailler pour vous et quelle va être la tendance si le monde va de plus en plus mal, si l'économie ralentit à un point où l'économie globale plante. Quel va être le réflexe des gens de venir vous tuer pour vous prendre vos terres? Donc là aussi on revient aux fondamentaux, évidemment la géographie, mais aussi voilà, la politique, la géopolitique du coin, l'ethnie. Si vous êtes une vieille famille française qui décide de vendre son vieux château près de Paris parce qu'effectivement il va être massacré, pillé par les voyous du coin, et que vous venez ici, bon bah vous êtes un blanc-bec, vous êtes un blanc riche qui venez ici, alors tant que vous avez la force et le prestige et que vous avez les gens du coin dans la poche, ça va, mais si tout s'effondre et que votre argent ne vaut plus rien, qu'est-ce qui empêche les gens du coin qui se connaissent depuis des millénaires, parce qu'ils sont dans la même ethnie, de se mettre ensemble, de venir vous expulser, ou pire, et vous prendre votre ferme, et vous prendre vos terres. Puis voilà. Donc c'est pas une solution simple. Je connais, il y en a beaucoup au Kenya, en Tanzanie, près du lac Victoria, endroit magnifique. Il y a beaucoup de gens du Moyen-Orient, des Arabes d'Abu Dhabi, de Dubaï, des Saoudiens, qui sont venus en tant qu'entreprise investir pour des terres, etc. Mais là aussi, je me pose la question de l'investissement. Si l'économie globale se viande, comment vont-ils utiliser cet investissement? La nourriture ne sera peut-être pas transférée jusqu'à ces pays. Et quand à y vivre, voilà, on revient sur la même problématique. Ensuite, l'économie peut se viander que partiellement. Et ça, malheureusement, ce serait une mauvaise nouvelle en général pour beaucoup de gens en Afrique, parce que cela voudrait dire que de grandes multinationales et de gens très très riches viendront ici implanter une domination, un néocolonialisme qui est déjà bien en marche. On en parlera, pour la terre agricole, pour la production de nourriture, pour une nourriture excellente, et qui est encore sans pesticides, qui n'est pas génétiquement modifiée, qui n'est pas encore toute cette merde que depuis 20 ans on nous impose de plus en plus en Europe et aux États-Unis. Et donc, si l'économie ne se viande pas de manière importante, là, en tant qu'Africain, donc je vous passe le message, si vous êtes Africain et que vous écoutez cette vidéo, et si vous habitez en Afrique, ou si vous avez de la famille en Afrique, eh bien, pensez à vous battre très très fort pour conserver l'autonomie, l'indépendance, vraiment l'indépendance de ces pays ici en Afrique, de toutes ces régions, contre les multinationales qui vont vous piquer votre terre. Et croyez-moi, ce ne sont pas des entreprises qui sont là pour faire le bien et être bénévoles, elles sont là pour faire du profit. Et si elles peuvent vous mettre à la rue ou même vous éliminer physiquement, et je pèse mes mots quand je dis ça, pour simplement qu'il y ait moins de gens pour prendre votre terre, ils le feront. Parce que ce sera pour les gens très riches, avoir de la bonne nourriture saine, ça deviendra fondamental. Or, on la produira de moins en moins en Amérique du Nord, puisque les terres vont être complètement arides et sans eau et complètement détruites. En Europe aussi, ça va être de plus en plus difficile. Donc, pour avoir de la nourriture de qualité, quitte à payer le prix fort, mais les gens riches ont de l'argent, enfin les oligarches, on va dire, les plutocrates, ils ont de l'argent. Et donc, on viendra ici. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait des plans pour s'approprier les terres à très bon marché, et puis simplement entasser les gens dans les villes, et puis dans les villes il suffit d'une épidémie pour que la population diminue très très vite. Donc soyez très très attentifs, faites bien attention à ces multinationales, à ces plutocrates, et puis de manière générale, réfléchissez à ce continent. Moi, si j'étais d'origine africaine, si j'étais noir, clairement, si mes racines étaient dans ce continent, j'y viendrais. Alors je vous expliquerai à tel point j'apprécie énormément et j'ai des attaches même ici, mais mon peuple, mes racines sont en Europe, et je suis suisse et je suis patriote suisse et fondamentalement suisse, donc je resterai en Suisse quoi qu'il arrive. Mais vraiment, si vous êtes africain, réfléchissez vraiment sérieusement de prendre vos compétences, vos savoir-faire que vous avez acquis, soit en Europe, soit aux États-Unis, soit au Canada, peu importe, et de réfléchir à venir ici, de faire une différence, de faire quelque chose. Parce que c'est un pays où il y a énormément de choses à faire,
Il y a beaucoup d'avantages aujourd'hui, il y a quand même une infrastructure qui s'est énormément développée depuis 15 ans, depuis la dernière fois où j'étais ici. Pour ça, on voit l'investissement notamment des Asiatiques et de la Chine. Aujourd'hui, les routes, elles marchent vraiment bien, il commence à y avoir des ports, des aéroports modernes, vraiment, qui marchent très très bien. Donc il commence à y avoir une infrastructure très très bonne pour le commerce et très très bonne pour faire fonctionner une économie interpays. Ça a toujours été le gros problème en Afrique, ce sont le commerce entre pays. C'est-à-dire que ça a toujours été un commerce par rapport aux côtes, donc les navires qui pouvaient venir pour commercer de tout, que ce soit en Afrique de l'Est, comme ici Mombasa, plus bas Zanzibar, etc., etc. Il y a toujours du commerce. En Afrique de l'Ouest, il y a toujours du commerce sur les côtes, mais à l'intérieur des pays, il n'y a jamais eu de commerce entre l'empire Ashanti et l'empire éthiopien. Ça n'existe pas, c'est trop compliqué, c'est trop vaste. Mais aujourd'hui, avec les routes, avec les chemins de fer qui sont en train de se mettre en place, les aéroports et la modernification des ports, tout cela commence à devenir possible. Et là, c'est la vraie richesse du continent qui peut se développer. Ces richesses naturelles alliées avec le commerce qui est enfin possible. Donc, je pense que c'est le continent qui risque d'avoir vraiment, je le disais déjà il y a 15 ans, mais c'était plus un souhait qu'une réalité, mais aujourd'hui c'est devenu une réalité. Le potentiel de développement de l'Afrique est extraordinaire si ça se passe bien. Et même si ça ne se passe pas bien, il reste des ressources pour assez bien s'en sortir. Mais encore une fois, réfléchissez bien si vous êtes accepté ici, si culturellement ça va bien se passer, etc. Tout ça, ça peut être subtil et ça peut être très fragile et ça peut avoir des grandes conséquences si vous vous trompez. Mais si vous avez si vous tirez le bon numéro, si en plus vous êtes malin et que vous arrivez à bien trouver le bon moyen de bien vous en sortir, ici, ça peut être génial. Voilà. Donc, mes chers amis d'Afrique et d'ailleurs, je vous laisse dans ce continent extraordinaire. Je vous ferai ma deuxième vidéo un petit peu plus tard, peut-être d'un autre endroit. Je vous montrerai aussi quel est le sac de voyage qu'il faudrait avoir lorsqu'on voyage, en tout cas celui que je prends avec moi. Et puis, à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao!